s'il n'y a plus de questions, nous passons à la présentation suivante. Est-ce que Amandine Noyer est en ligne? Alors, Amandine Noyer de Brie-sur-Marne va nous parler du traitement des sténoses urétérales par la prothèse sous-cutanée de Détour. Oui, bonjour à tous. Attends, je vais juste te présenter, si tu veux bien. Amandine donc, a été interne à Paris, elle est passée dans le service, elle a ensuite fait un poste internat à l'hôpital Saint-Joseph, donc à Paris, et actuellement donc, elle est à l'hôpital de Brie-sur-Marne, et elle a fait sa thèse sur la prothèse Détour. Voilà, donc on t'écoute. Tout à fait. Est-ce que vous voyez ma présentation? Voilà. Merci. C'est bon? Vous m'entendez bien? C'est parfait. Super. Donc, bonjour à tous, chers membres de l'Académie de chirurgie et chers présidents. Merci de m'avoir invité à présenter ce jour sur les prothèses Détour. Je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, quelques rappels pour commencer. Je n'arrive pas à passer. Cliquez sur l'écran une fois et après, voilà, sinon sur le bouton. Oui, ça y est. Pardon, merci. Quelques rappels, l'obstruction urétérale, c'est une pathologie qu'on connaît assez bien en urologie, c'est un peu notre quotidien. On distingue les obstructions d'origine intrinsèque qui peuvent être liées à une anomalie de la paroi de l'urtère ou à un obstacle endoluminal, et les obstructions d'origine extrinsèque, on verra plutôt liées à des pathologies tumorales. Donc on peut également distinguer les étiologies bénignes et malignes à cette obstruction urétérale. Parmi les étiologies bénignes, la principale est d'origine iatrogène avec, dans 75% des cas, une cause chirurgicale et plus particulièrement la chirurgie gynécologique. Les traitements endourologiques des calculs peuvent être également source d'obstruction urétérale et les calculs sont évidemment une cause d'obstruction urétérale en aigu ou en chronique. Il existe des causes plus rares telles que la jonction pyélo-urétérale, la fibrose rétropéritonéale qui peut être idiopathique dans 70% des cas, les anévrismes de l'aorte abdominale et des tumeurs bénignes telles que l'endométriose. On distingue également les obstructions urétérales d'origine maligne. Là, on peut avoir une compression qui est intrinsèque, liée principalement à des cancers du pelvis, ou des compressions extrinsèques. Donc ça, c'est la tumeur primitive qui va venir comprimer l'urtère, dans le cas des cancers du pelvis ou des cancers colorectaux, ou ce sera les lésions secondaires, les métastases ou les adénopathies rétropéritonéales qui vont venir comprimer les urtères. La radiothérapie est également une source d'obstruction urétérale par la fibrose de la paroi de l'urtère et du tissu périurétral qu'elle induit. Les différentes techniques de prise en charge de cette obstruction urétérale, on peut les classer en dérivation urinaire interne, externe et les réparations chirurgicales. Parmi les dérivations urinaires internes, on a les sondes double J, donc c'est le traitement de référence de l'obstruction urétérale. Donc on les connaît tous assez bien. Elles sont très efficaces pour gérer l'obstruction, en particulier lorsqu'elle est d'origine bénigne. Par contre, en cas d'obstruction maligne, elle peut être associée à un taux d'échec de 50%. De plus, les sondes double J sont associées à des complications infectieuses, l'obstruction, ou à des problèmes de tolérance qui peuvent toucher 50 à 80% des patients. Et pour toutes ces raisons, d'autres nouvelles techniques ont été développées ces dernières années. On peut citer par exemple les sondes double J en tandem. Là, le principe, c'est de mettre en place de manière parallèle au sein du même urtère obstrué deux sondes double J de petit calibre. C'est une technique qui permet de favoriser le flux urinaire aussi bien au sein des sondes qu'autour des sondes. Malheureusement, elle est peu utilisée parce que la mise en place et le changement des sondes peut s'avérer difficile. Des prothèses urétérales ont vu le jour également depuis quelques années. Elles sont inspirées des stents utilisés en chirurgie endovasculaire. Pour les citer, on a la mémo4, la résonance, l'IVINTA ou encore l'allium. Il y a eu pas mal d'études sur le sujet avec des résultats plutôt intéressants, mais bien souvent des durées de suivi un peu limitées ou des cohortes de petits volumes. Et donc, à l'heure actuelle, leur place est difficile à indiquer au quotidien. La dérivation urinaire externe, donc c'est la néphrostomie percutanée, c'est le traitement le plus efficace pour gérer l'obstruction. Il y a un taux de succès de près de 100%. Malheureusement, il y a pas mal de complications, des complications infectieuses, des complications mécaniques avec un risque de délogement, d'obstruction ou de piqûre. Et ce sont des traitements qui vont induire une altération de la qualité de vie des patients qui se retrouvent avec une poche collectrice urinaire externe, la nécessité de soins par une tierce personne, et donc c'est des patients qui vont perdre en autonomie et en qualité de vie. Les réparations chirurgicales, je ne vais pas les détailler ici parce que ce n'est pas chez les mêmes patients à qui on va proposer la prothèse, mais ce sont des traitements efficaces qui restent limités à des patients en bon état général et plutôt dans le cadre d'obstruction urétérale bénigne.
La prothèse des tours, elle a été développée et décrite pour la première fois au début des années 90 par l'étude du docteur Desgrands-Champs, et elle avait été implantée chez un patient qui avait une sténose de l'urtère sur un greffon rénal. Les résultats étaient plutôt intéressants. Ils ont ensuite élargi les indications à des patients qui avaient au début des indications sur obstruction tumorale. C'est une technique qui consiste à mettre en place une prothèse entre les reins et la vessie. Donc on fait une dérivation néphrovésicale qui va venir contourner l'urtère obstruée en mettant la prothèse en sous-cutanée. Une des variantes qui avait été développée et qu'on voit sur la droite de la diapositive, c'était de mettre en place directement les prothèses au niveau de la paroi abdominale antérieure. Donc, on réalisait ainsi une néphrostomie cutanée antérieure, ce qui permettait d'implanter les prothèses même chez des patients qui avaient une vessie non fonctionnelle. Cette technique a souvent été, actuellement, elle a été délestée des équipes parce qu'il y a pas mal de complications à type d'infection ou d'obstruction des prothèses. Un peu plus en détail sur la prothèse, elle est constituée de 2 tubes coaxiaux. Un tube interne de silicone qui est connu pour être résistant à l'incrustation et être perméable, et un tube externe de IPTFE. Donc c'est du polytétrafluoroéthylène expansé, qui est un tissu inerte et qui va venir limiter l'inflammation autour de la prothèse et favoriser son ancrage dans les tissus. Cette deuxième couche, elle est renforcée par une troisième qui est spiralée et qui va venir d'une part solidifier la prothèse, éviter qu'elle ne se picature, et d'autre part favoriser son ancrage dans le parenchyme rénal et dans le tissu sous-cutané. On le verra tout de suite après, mais il n'y a pas besoin de fixer la prothèse ni au rein, ni dans le tissu sous-cutané. Au niveau de la partie proximale, on a une bague radio-opaque qu'on voit ici sur les 2 photos en jaune et qui va permettre de localiser et de fixer correctement la prothèse au niveau du rein. C'est une prothèse qui a un diamètre élevé, de charrière 17 en interne et charrière 27 en externe. Ce diamètre élevé va d'une part limiter le risque de piqûre de la prothèse, le risque d'obstruction et également le risque de reflux entre la vessie et le rein. C'est une vidéo explicative sur l'intervention, j'espère que ça a fonctionné. C'est une intervention qui dure à peu près 1 heure et qui se déroule sous anesthésie générale. Alors, vous avez un patient qui a un décubitus. Alors, je vais couper le son, pardon. Vous avez un patient en décubitus latéral, ce qui permet d'avoir un accès à la fosse lombaire et à la région suspubienne. Là, on avait le cas d'un patient qui avait une néphrostomie déjà en place, et donc on peut soit réutiliser le même trajet de ponction, soit en créer un nouveau, ce qui permettrait de limiter un petit peu le risque infectieux. Donc on va privilégier une ponction d'un calice inférieur, ce qui permettra d'avoir une courbure plus harmonieuse au niveau de la prothèse. Une fois le trajet de ponction réalisé, on va venir le dilater successivement, jusqu'à avoir un diamètre de Trent French qui va pouvoir mettre en place la gaine d'Amplatz. Voilà. Donc on met ici en place la gaine. On va ensuite retirer les dilatateurs et pouvoir mettre en place la prothèse. Excusez-moi, je ferme des vidéos. Vous avez vu ici la vision en radioscopie, on voit qu'on a la bague radio-opaque qui apparaît ici et qu'on va mettre en place à la jonction entre les cavités et le parenchyme rénal. Seule la partie interne de silicone sera en contact ainsi avec les urines. Une fois la prothèse mise en place, on va créer le trajet sous-cutané par un tunnelisateur de la région suspubienne ici à la fosse lombaire en arrière. Donc c'est un tube en plastique. On va ensuite mettre en place la prothèse à l'intérieur qui sera ainsi extériorisée par la région suspubienne. Donc on voit qu'il y a un excès de prothèse qui va apparaître, qu'on va sectionner pour s'adapter à la morphologie du patient. Et comme au niveau du rein, au sein de la vessie, seule la partie interne de silicone doit être au contact des urines. Donc on va venir dénuder la prothèse pour que seule cette 2 à 3 cm de silicone soit dans la vessie. On introduit la prothèse dans la vessie et on va venir la fixer à l'aide de fils à résorption lente. On ferme ensuite les orifices et on laisse en place une sonde vésicale pendant à peu près 1 semaine. Donc ça, c'est une reconstruction scanographique d'un patient qui avait eu une prothèse entre le rein gauche et la vessie. Donc en termes de résultats, on voit qu'il y a peu de données dans la littérature. Depuis les années 90, seulement 27 études ont été publiées sur le sujet, avec souvent des petites cohortes et des durées de suivi limitées. Il y a 2 études principales en termes de durée de suivi de nombre de patients. Il y a l'étude de l'équipe allemande de Janiski, qui ont implanté 40 prothèses chez 31 patients avec un suivi de 23 mois. La deuxième étude est celle de notre équipe, avec 34 prothèses implantées chez 28 patients et une durée de suivi de près de 26 mois.
Je vais vous donner un petit peu les résultats de notre étude pour commencer. Donc, c'est une étude qui était rétrospective et qui a consisté à étudier les patients qui ont eu une prothèse implantée entre 2006 et 2018 au sein de 2 centres, l'hôpital de Saint-Louis à Paris et le CHU de Limoges. Donc, au total, comme je vous l'ai dit, 28 patients et 34 prothèses implantées. Ce qu'on voit sur le tableau de droite, ce qui est important, ce sont les indications de mise en place de la prothèse. On voit que pour 23 des 28 patients, la prothèse a été mise en place pour une obstruction d'origine tumorale et que les 5 autres patients pour une origine bénigne. En termes de complications à court terme, déjà, il n'y a pas eu de complications lors de l'intervention. La prothèse a pu être mise en place chez tous les patients sans problème. Et la principale complication à court terme était la fistule au niveau de l'anastomose entre la vessie et la prothèse. Dans la majorité des cas, cette fistule était traitée par un sondage vésical prolongé, mais elle a nécessité une reprise chirurgicale pour 3 d'entre eux, avec confection de nouvelles sutures. En termes de complications à long terme, ce qui ressort dans notre étude, également dans la littérature, il y a 3 complications principales. La première, c'est l'infection. Elle a touché au total 45% des patients, en sachant que dans la plupart des cas, il s'agit d'infections non sévères à type de cystite ou de prostatite ou de pyélonéphrite qui ont été traitées par antibiothérapie. Il y a également quelques cas répertoriés d'abcès, en particulier au niveau de la région suspubienne, traités par soins locaux et antibiothérapie. Mais on rapporte quand même 3 cas d'infection sévère avec prise en charge en réanimation. Une patiente qui avait eu une surinfection absolumeuse de sa prothèse et qui a nécessité une ablation de la prothèse. Et 2 autres patients qui ont eu une surinfection de leur prothèse à Candida, et ce à 4 mois et 4 ans et demi de l'implantation de la prothèse. Et malheureusement, chez ces 2 patients, les patients sont décédés de cette complication, et ce malgré l'ablation de la prothèse. La deuxième complication était la fistule, qui a touché 25% de nos patients, traitée majoritairement par un sondage prolongé, mais qui a nécessité une réintervention chez 2 patients. D'ailleurs, chez ces 2 mêmes patients, la fistule a secondairement récidivé, on a fini par retirer les prothèses. L'obstruction a touché 3 patients, après 2 ans, 4 ans et 5 ans de l'implantation de la prothèse. Et pareil, elle a été prise en charge avec ablation de la prothèse parce que les reins étaient devenus peu fonctionnels. La durée de vie des prothèses a été de 25,8 mois dans notre étude, avec un maximum de 64 mois. 9 patients ont dû avoir une ablation de leur prothèse au cours de l'étude, 4 pour complications infectieuses, 3 pour obstruction et 2 pour fistules vésico-prothétiques persistantes. À la fin de l'étude, 4 patients étaient toujours en vie avec une prothèse en place depuis près de 36 mois. Donc, ce qu'on voit également, c'est que finalement, sur les 28 patients présents initialement au début de l'étude, 15 patients sont décédés précocement, et ceux de leur pathologie tumorale. Donc, pour essayer de comprendre un petit peu mieux quelle était la durée de vie des prothèses en tenant compte de cela, on a fait une analyse de Kalpan-Meyer qui a montré qu'au fil du temps, on a une diminution progressive du nombre de prothèses qui restent fonctionnelles, en tout cas qui n'ont pas eu de complications importantes. Et donc, on peut penser que la prothèse est quand même limitée à des patients qui ont une courte durée de vie. Donc ça, c'était pour les résultats de notre étude. Maintenant, les résultats dans la littérature. Ce qu'on peut voir, c'est que la prothèse est un traitement efficace pour gérer l'obstruction. En effet, dans les études où il y avait une surveillance de la fonction rénale et de la créatine, on avait une amélioration ou une stabilisation de la fonction rénale chez les patients implantés. En termes de complications, c'est à peu près similaire à ce qu'on a pu retrouver. Donc, un taux de complications infectieuses qui est de 15 à 45%. Majoritairement des infections non sévères, mais quand même 3 cas de patients qui sont décédés de complications sur une surinfection fongique de leur prothèse. Les 2 cas qu'on a rapportés, et un autre cas d'un patient qui avait une prothèse sur greffon rénal, et ce 4 ans et demi après l'implantation. La fistule vésico-prothétique, elle a touché 8 à 25% des patients dans la littérature, généralement prise en charge par sondage vésical. Il y a quelques cas répertoriés de repositionnement de la prothèse. On a essayé de comprendre et de voir s'il y avait un rôle entre la radiothérapie et les fistules. On a ainsi mesuré un autre ratio qui était à 5, donc plutôt en faveur d'une association, mais avec un intervalle de confidence qui n'est pas significatif compte tenu du nombre de patients limités. L'obstruction était une complication également fréquente, répertoriée dans 5 à 25% des patients dans la littérature. Dans de nombreuses études, il y avait un traitement endoscopique qui était réalisé pour désobstruer les prothèses. Et compte tenu du diamètre important des prothèses, le traitement était réalisé a priori facilement. Et de nombreuses prothèses ont pu être désobstruées ainsi. On a essayé de comprendre également quels étaient les facteurs de risque d'obstruction des prothèses. Et pour cela, on a fait une analyse par spectrophotométrie infrarouge et microscopie électronique à balayage.
Ce qu'on voit en SPIR, donc on avait étudié les dépôts blanchâtres qu'on voit ici à la surface interne du silicone et on retrouvait un taux élevé d'oxalate de calcium monohydraté, de carbapatite et un taux élevé de carbonatation des apatites. Et donc tout ça était plutôt en faveur d'une surinfection à germe uréasique. En microscopie électronique à balayage, on a des résultats qui sont concordants avec, sur la première photo à gauche, des dépôts évocataires d'apatite à la surface interne du silicone. Sur les deux autres diapositives, on voit qu'il y a une importante calcification à la surface interne du silicone. D'ailleurs, cette calcification a tendance à venir éroder le silicone. Et au plus fort grossissement, donc la photo de droite, on voit qu'il y a ces taches noires qui apparaissent sur la calcification et qui correspondent à des empreintes bactériennes. Et donc tout ça laisse à penser que le mécanisme de lithogénèse au sein des prothèses est plutôt d'origine infectieuse. La qualité de vie qui est un point important parce qu'il faut rappeler qu'initialement la prothèse avait été développée pour ça, pour améliorer la qualité de vie des patients qui étaient en néphrostomie à demeure. Il y a 2 études qui ont évalué ça avec des critères validés. Donc c'est une étude de Desgrands-Champs et celle de Janicki. Et les deux ont montré qu'il y avait une amélioration significative de la qualité de vie des patients qui étaient porteurs de la prothèse. En conclusion, si on peut revenir sur les indications, donc la prothèse est principalement indiquée en cas d'obstruction maligne chez des patients qui sont en échec de sonde double J et donc elle constitue alors une alternative à la néphrostomie percutanée. En cas d'obstruction bénigne, on peut éventuellement proposer la prothèse aux patients, mais dans des cas bien sélectionnés chez des patients qui ont de fortes comorbidités, une contre-indication et une réparation chirurgicale et généralement une durée de vie limitée. Les contre-indications, la seule contre-indication absolue, c'est la vessie non fonctionnelle. Évidemment, on ne va pas implanter la prothèse si la vessie du patient ne marche pas. Les contre-indications relatives, si le rein est peu fonctionnel, il faut se poser la question de la mettre en place. Et effectivement, au vu du risque de complications, c'est peut-être pas une bonne idée de mettre en place sur un rein qui ne marche déjà pas bien. En cas de colonisation fongique des urines, en cas de colonisation préalable à l'implantation, peut-être que dans ce cas-là, le patient ne sera pas éligible à la pose de prothèse compte tenu des complications fongiques qu'on a pu voir. En cas de colonisation secondaire de la prothèse, il faut peut-être se poser la question éventuellement de changer la prothèse après un traitement antifongique adapté et prolongé, comme on a tendance à le faire en cas d'infection sur sonde double J. La vessie radique, ce n'est pas une contre-indication, mais potentiellement, probablement qu'on augmente le risque de fistule et donc il faut que le patient soit prévenu et qu'il aura peut-être besoin aussi d'un sondage vésical prolongé. Voilà, en conclusion, la dérivation néphrovésicale par prothèse des tours est une alternative à la néphrostomie percutanée chez les patients bien sélectionnés, plutôt en situation d'obstruction urétérale tumorale et en situation palliative. La technique opératoire, on l'a vu, n'est pas d'une grande complexité, mais nécessite un petit peu d'expérience et compte tenu d'une nombre limité d'indications, peut-être qu'il faudrait se poser la question de les mettre en place en centre expert. Merci de votre attention. Merci beaucoup Amandine Noyer. Oui, merci Amandine et bravo pour cette très belle présentation. Tu as très bien résumé la situation. Juste un commentaire, c'est vrai qu'on a commencé dans les années 90 sur un patient transplanté. La prothèse qui a été implantée au tout début, grâce aussi au soutien de notre maître Alain Leduc, a duré plus de 12 ans. Et en fait, on s'est aperçu que chez les transplantés, certains d'entre eux n'incrustaient pas les prothèses, ou très peu, et elles duraient beaucoup plus longtemps. On a émis plein d'hypothèses, notamment sur la qualité des urines, les immunosuppresseurs et beaucoup d'autres choses, mais on n'a pas toujours très bien compris pourquoi. Je crois que le vrai danger, parmi les vrais problèmes, elle l'a très bien souligné, c'est la vessie radique et la peau radique. Et là, il nous est arrivé effectivement de réintervenir, notamment pour recouvrir la prothèse qui avait ulcéré la vessie ou la peau. Et on a été obligé dans certains cas d'apporter du tissu non radique pour recouvrir la prothèse. Et ça n'a pas trop mal fonctionné. Malheureusement, comme tous les corps étrangers au contact de l'urine, il y a des risques, il y a des risques septiques et des risques d'incrustation qu'on arrive à gérer pas trop mal et qui permettent quand même, notamment dans les indications, parce que vous avez remarqué que les 2/3, pour pas dire les 3/4 des indications, c'est quand même des situations de cancer, des cancers pelviens, avec une espérance de vie limitée. Et on arrive quand même à offrir, grâce à ces prothèses, un confort de vie suffisant pour les 2 ou 3 dernières années de vie des patients. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Parce que moi, c'était le principal commentaire que je voulais faire.
Alors il y a une question, oui, effectivement, sur Internet, du docteur Cron qui voudrait dire quelques mots. Oui, c'est Cron, voudrait parler. Oui, oui. Oui, alors je voudrais poser une question à Amandine. Oui. Je voulais vous féliciter d'abord pour ces belles observations. La première question, c'est comment vous fixez la prothèse au niveau du rein et comment vous la fixez au niveau de la vessie. Alors justement, c'est ce que je disais, il n'y a pas de fixation au niveau du rein. En fait, la structure poreuse et irrégulière va faire que la prothèse va s'auto-ancrer directement dans le rein, donc il n'y a pas de fixation rénale. Alors justement, à ce propos-là, je voudrais rappeler une observation que j'avais faite il y a une quinzaine d'années où j'avais ramené une série avec mon ami Jean Caddy et mon fils Cédric Cron d'une vingtaine de prothèses qui avaient été posées. Les 2 tiers étaient pour des carcinoses pelviennes, 1 tiers pour des envahissements soit ganglionnaires, soit par des cancers du côlon gauche. Et je fixais la prothèse, comme pour les prothèses biliaires que j'avais mis au point dans les années 72, par un fil circulaire au niveau de l'urtère, parce que je ne les mettais pas dans le rein, je les mettais dans le haut urtère, là où il était accessible, et dans la vessie, je faisais une bourse. L'ensemble des séries, il n'y a pas eu de migration de prothèse. La survie de ces patients, comme les vôtres, était relativement courte, mais je n'ai pas eu d'obstruction ni de fuite. Et je pense que si cette technique pouvait être améliorée en faisant une fixation, non pas dans le rein, mais peut-être dans le haut urtère, vous auriez peut-être de meilleurs résultats. Voilà ce que je voulais vous dire, chers collègues. En tout cas, c'est super votre présentation. Merci. Alors, tu veux répondre, Amandine, ou tu veux que je réponde? Je vous en prie. Alors, la prothèse est autostatique dans le rein. On a testé et à partir du moment où elle est implantée, le système notamment de ressort qui entoure la prothèse et également le matériau qui est utilisé, parce que les prothèses qui ont été implantées il y a une vingtaine d'années, c'était du Gore-Tex à l'extérieur. Là, maintenant, c'est du PTFE. C'est-à-dire que ça bouge beaucoup moins. Donc le vrai problème n'est pas dans le rein. Le vrai problème, c'est à la vessie, où effectivement on peut utiliser tout un tas de techniques de bourse, de fixation avec des points séparés, etc. Je crois que surtout, le problème vient de la qualité des tissus, et les tissus radiques, malheureusement, nous le savons tous, sont de mauvaise qualité, et le problème vient beaucoup plus de là que de la fixation, chacun a sa technique de fixation, mais le problème vient de mauvaise qualité des tissus avant tout. Très bien, merci de ces observations complémentaires. Albert Claude Bonamou. Poser une question. Morvan. Pardon, Oui. Morvan, est-ce que je peux poser une question? Oui, Gérard, on t'écoute. Comment résolvez-vous le problème du reflux vésico-urétéral? Alors en fait, ça n'a pas été un problème parce que c'est ce que j'expliquais au début, c'est comme le diamètre est très élevé, finalement il y a un espacement au sein de la prothèse qui fait qu'il n'y avait pas de problème de reflux. Ça a déjà été testé, ils ont fait, je crois qu'initialement ils faisaient des cystographies et des urographies intraveineuses, donc il y avait un reflux mais qui n'était pas symptomatique a priori, donc c'était pas problématique. Si j'ai bien entendu, M. Méria. Oui, une question concernant le trajet extra-anatomique que vous utilisez. Est-ce qu'il y a éventuellement, pour éviter un trajet superficiel avec un risque infectieux qui semble survenir de temps en temps, est-ce qu'il y a d'autres alternatives, peut-être dans l'espace rétro-péritonéal, faire passer cette prothèse en arrière? Est-ce qu'après il y aura peut-être un problème de trajet pour entrer dans la vessie, surtout si l'espace est blindé par du néo? Il faut voir, donc c'est probablement à chaque fois mais avez-vous utilisé éventuellement d'autres voies extra-anatomiques, peut-être plus profondes? Pas que je sache en tout cas. Tu peux répondre après, moi je répondrai de façon un peu plus historique. Vas-y. Sur les prothèses du dos, je ne crois pas que ça ait été essayé de mettre en place des prothèses plus profondes. Mais, ouais. Alors, on a fait beaucoup de cochons. En fait, au début, avec François Desgrandchamps, on a quand même tué des dizaines de cochons, Institut de recherche agronomique, pour tout vous dire. On a essayé pas mal à l'époque, c'était des tunnelisateurs vasculaires qu'on utilisait. Après, on a fait fabriquer... On connaît ça dans les pontages axillo-fémoraux qu'on fait passer... on a copié sur vous. Sous-cutané, exactement. Et on a copié sur vous, et on a copié sur vous également sur le plan purement technique, parce qu'on s'est rendu compte que quand on essaye de tunneliser à l'aveugle, dans la paroi musculaire, ça fait saigner.
On peut avoir même malheureusement quelquefois des pénétrations dans le péritoine ou autre, donc, et on s'est retrouvé dans des situations, c'était toujours du cochon, hein, mais on s'est retrouvé dans des situations difficiles et au final, avant d'implanter chez l'homme, on en est arrivé à la conclusion que le meilleur endroit, c'était en avant de la ponévrose. Et c'est là qu'on a le moins de risques, ou hémorragique, ou de perforation d'organes. On a même, elle ne l'a pas dit, mais on a depuis maintenant 30 ans qu'on utilise la prothèse, chez des patients qui ont des colostomies. On arrive à passer tout près de la colostomie, ou au-dessus ou au-dessous, et on n'a pas de problème non plus. Oui, Amandine, je voulais revenir sur la notion d'infection fongique. Quelle est leur origine? Est-ce une modification de la nature des urines ou est-ce une complication d'une antibioprophylaxie éventuelle? J'ai pas bien compris la question, je suis désolée. Je reviens à l'infection fongique, donc sur laquelle vous avez insisté. Quelle en est la cause d'après vous? Moi, j'évoque soit une modification des urines, dont vous avez parlé également à plusieurs reprises, soit une antibioprophylaxie faite pour une raison ou pour une autre. Non, c'est des infections qui étaient à distance de l'intervention. Et pourquoi alors? Vous les attribuez à quoi? Une colonisation chronique des urines, probablement, oui. Mais colonisation qui vient du départ. Oui, généralement, tous les patients avant implantation de la prothèse avaient eu soit une néphrostomie, soit une sonde double égine, donc avaient déjà eu des corps étrangers. Il n'y avait pas d'implantation de nouveau. Donc c'est une poursuite d'une contamination préexistante. Puis des patients qui ont eu des sondages vésicaux aussi, donc oui. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, Amandine Noyon, nous vous remercions beaucoup de cette très belle présentation. Merci. Et je vais passer la parole à Pierre Bigot.